Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour vos éditions du week-end. Voici les titres de ce vendredi. La coopération monégasque au développement a dévoilé son bilan pour la période 2022-2024. La principauté a aidé pas moins de 3,5 millions de bénéficiaires dans le monde. 74 millions d'euros d'aide ont été versés. Les chiffres sont impressionnants. Bénédicte Schutz, représentant spécial de Monaco pour la coopération internationale, sera notre invité ce soir pour nous les détailler. Un magnifique voilier a été baptisé ce matin, le Malizia Explorer, un bâtiment de recherche scientifique qui analysera les effets du changement climatique sur les océans. Nous étions au Yacht Club pour son inauguration. Fête de la musique, activités du port, carnaval du Rocher ou encore feu d'artifice. Les activités d'été seront bientôt de retour à Monaco. Des nouveautés sont même au programme. La mairie les a révélées dans une conférence de presse ce matin. L'adjointe au maire chargée des loisirs, Axel Amalberti Verdino, était présente et sera avec nous dans quelques instants pour nous en parler. Et puis nous vous emmènerons à la découverte d'un nouveau concept imaginé par la SBM, le Monte Carlo Cigar Club, un lieu où l'art du cigare se consomme d'abord avec les yeux. Mais avant de développer ces titres, cette information, le gouvernement a présenté hier aux élus du Conseil national la deuxième phase de son plan national pour le logement des Monégasques. Dans le détail, le programme comprend la livraison de 50 nouveaux logements à la résidence Emera, bloc A, 197 à Bel Air, 35 au Larvoto supérieur, 27 à la Luciole et jusqu'à 90 à Hector Otto. Ce plan devra ainsi permettre d'atteindre l'objectif initial de loger près de 3/4 des Monégasques dans le secteur domanial dès la fin de l'année 2029. Aujourd'hui, le département des relations extérieures ainsi que la direction de la coopération internationale ont réuni les chefs de service de l'administration pour leur exposer les principaux résultats du plan stratégique de coopération entre les années 2022 et 2024. Et les chiffres sont parlants puisque durant toute cette période, Monaco a aidé pas moins de 3,5 millions de bénéficiaires directs à travers le monde. Pour entrer dans les détails, nous sommes avec le représentant spécial de Monaco pour la coopération internationale. Bonsoir Bénédicte Schutz. Bonsoir Théo. Et merci d'être avec nous sur notre antenne. Ce bilan que vous venez de dévoiler est à la hauteur de vos espérances ? Alors oui, il est à la hauteur dans la qualité, je dirais. Après, comme vous vous imaginez bien, dans de tels pays et au regard des situations de crise dans de nombreuses régions, notamment au Sahel ou au Liban, les espérances doivent être limitées à ce qu'on peut faire en étant un tout petit pays. Mais en termes de qualité, d'objectifs qu'on s'était fixés, de travail, d'audit et d'accompagnement des populations vulnérables, oui, le bilan est largement à la hauteur, avec peut-être plusieurs points saillants qui sont, vous l'avez dit, 3,5 millions de personnes aidées directement, femmes, enfants, familles, patients, réfugiés, etc. Au total, entre 2022 et 2024, le gouvernement princier a mobilisé un peu plus de 74 millions d'euros d'aide publique au développement, essentiellement pour lutter contre la pauvreté. Pour comprendre concrètement ce que cela représente, combien de pays en ont bénéficié et comment ces aides se sont caractérisées ? 4 grandes thématiques qui ont été autant que possible mises en œuvre sur le terrain pour l'amélioration de la condition de vie des populations, en santé d'abord, en sécurité alimentaire et nutrition, en éducation, formation professionnelle, protection de l'enfance, accès au travail. Donc c'est toutes ces thématiques-là qui ont été développées dans pas moins de 250 projets sur ces 3 ans dans 12 pays. Et puis toujours plus de personnes, de bénéficiaires accompagnés, aidés, voilà. Donc on est satisfait du bilan et on ne peut pas s'empêcher en même temps, comme vous l'imaginez, de se dire que ce qu'il y a à faire est encore immense et justifie pleinement à la fois l'existence d'un service dédié et le panel de partenaires, de process, d'idées qu'on essaye de déployer. Depuis 2007. L'ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, avait qualifié Monaco en 2013 de véritable petit pays au grand cœur. Aider les autres, aider autant que possible, c'est ça les valeurs de la principauté, c'est sa philosophie profonde de toujours ? Oui, il y a une démarche de Monaco, tout petit pays, vers tous ces pays qui ont eu moins de chance que nous, mais il y a aussi beaucoup d'égalité et plus que ça, de partenariat dans la manière de travailler, de trouver des solutions. Vous seriez étonné de l'avancement dans certains secteurs de bon nombre de structures avec qui on travaille, mais je pense que c'est l'ADN du département des relations extérieures, de la principauté en général. Vous savez qu'il y a 57 ONG monégasques répertoriées officiellement qui travaillent dans ces pays depuis des décennies entières. Certaines sont très discrètes, mais il y a beaucoup de héros, beaucoup de miracles, beaucoup d'appui.
Je pense que si on calculait le nombre d'individus en principauté qui, d'une manière directe ou indirecte, a participé à un effort de solidarité internationale, on serait très surpris. Je pense qu'il y a une fibre très forte à Monaco. Il y a un vrai ADN qui est très beau, très représentatif, parce qu'un si petit territoire qui travaille avec des communautés aussi lointaines et avec autant de, alors succès c'est pas le mot, mais avec autant de constructivité et de fruits, je trouve ça absolument magnifique. Je trouve que c'est l'image qu'on a envie de donner, au-delà de toutes les autres images que véhicule la principauté. On a de quoi être fier. Et alors un autre point de vue également, à son retour à la Maison-Blanche en janvier dernier, le nouveau président américain Donald Trump avait ordonné le gel de l'aide internationale américaine dans le monde. Ce sont 46 milliards de dollars qui ne partiront pas en 2025 vers les pays aidés jusqu'ici. C'est une somme astronomique. Si ces pays ne peuvent plus compter sur la première puissance mondiale pour les aider, est-ce qu'ils pourront toujours compter sur des États généreux comme Monaco qui compenseraient ? Alors, soyons clairs, on ne peut pas comparer les États-Unis et Monaco. Les coupures que vous évoquez, on les vit au quotidien de manière dramatique. Pas nous, les pays et les partenaires que nous avons. Il se passe probablement pas un jour sans qu'on ait un appel au secours qui nous décrive les catastrophes créées par la coupure de l'aide américaine. Après, il faut positiver. Il y aura, je pense que le monde de l'aide internationale va se réinventer. Il a déjà commencé à le faire. Mais c'est certain que c'est une période de crise où il faudra voir les choses d'une manière différente. Alors, vous l'avez dit, l'aide monégasque n'a jamais cessé et va se poursuivre. Par conséquent, quels sont les pays qui pourraient bénéficier de la solidarité monégasque dans les prochaines années? Quel est le programme à venir? C'est une très bonne question. Alors, par exemple, un tout petit pays que peu de gens connaissent, le Lesotho fait désormais partie officiellement de la zone d'intervention de la principauté. Le Lesotho est un tout petit pays de 2 millions et quelques d'habitants, dont l'espérance de vie est une des plus basses du monde, 53 ans. Et dont presque 20% de la population est atteinte du sida. Et je pense qu'on est à près de 35% de malnutrition infantile aiguë. Une autre nouveauté, c'est un fonds dédié à l'entrepreneuriat social et à l'investissement d'impact qui va se développer pour les 6 prochaines années chez nous, au service de la microéconomie dans tous les pays où nous sommes. Et je terminerai peut-être par là. La société civile de ces pays qui nous, vraiment est une priorité absolue donc pour nous, se structure chez nous en 5 appels à projets uniquement dédiés aux sociétés civiles locales pour des projets de taille petite ou moyenne. Donc on a 5 appels à projets dans 100% de nos pays qui chaque année avec un guichet se développent et tend une perche pour des financements d'ONG ou d'entreprises 100% locales. Et vous seriez surpris de voir combien des populations très en crise dans des zones qui cumulent les difficultés arrivent encore une fois, à créer, à trouver des solutions et à développer des filières agricoles, des filières professionnelles, des entreprises, du soutien aux enfants vulnérables, de l'appui aux droits des femmes et j'en passe. Donc on reste quand même très optimiste dans le travail, malgré le contexte. Et l'on suivra cette actualité de très près. Merci beaucoup Bénédicte Schutz, représentant pour la coopération monégasque, d'avoir répondu à nos questions sur ce bilan très positif et encore prometteur qui est le vôtre. Merci à vous. Merci à vous. Cet après-midi, le Yacht Club de Monaco a honoré un nouveau bateau, le Malizia Explorer, splendide voilier dont la mission sera d'analyser les effets du changement climatique sur les océans. Il a été baptisé en présence entre autres du prince Albert II, du skipper Boris Herman et de l'ambassadeur de l'ONU Peter Thompson. Léa Dutrouille, Hugo Comassa et Alexandre Rougassian ont pu y assister. Regardez. C'est un baptême comme seul Monaco sait les orchestrer. Sur le quai du Yacht Club, le Malizia Explorer fend déjà les regards. Ce voilier qui a vu le monde en 2005 brave les courants après des améliorations de dernière génération cette année. Mais il est surtout l'ambassadeur d'un combat, celui pour la sauvegarde de l'océan, notamment dans le cadre de l'UNOC. À la proue de cet engagement, le navigateur Boris Herman, visage du team Malizia, et Pierre Casiraghi, vice-président du Yacht Club et fondateur de cette épopée nautique. À leur côté, le prince Albert II et sa fondation qui incarne depuis toujours une diplomatie verte. 2 autres voix majeures de l'océan s'ajoutent à ce partenariat, Sylvia Earle, exploratrice pionnière des abysses, et Peter Thompson, envoyé spécial de l'ONU pour l'objectif de développement durable numéro 14. We are just truly beginning to explore the ocean. We've only seen maybe 10%. It means most of the ocean has yet to be really understood, seen, let alone understood. And the deeper we go, the less we know, but the more new discoveries we're finding. Be one with the ocean
and using the modern technology that exists to be able to share the view in ways that simply wasn't possible to write about now. It's cause for hope. The knowledge is our superpower, and communicating it is necessary. Ensemble, ils célèbrent un bateau unique, laboratoire flottant, messager climatique et navire-école pour les générations futures. This year we have a big plan. We go to the Cape Verde Islands to do research and then to Antarctica. And we are inspired by also the history of Monaco, starting with Prince Albert I and with the institute here, the Oceanographic Institute. So leaving from Monaco to do ocean science and ocean preservation. Le Malidia Explorer ne se contente pas de naviguer, il trace clairement sa voie avec une escale finale en Antarctique prévue pour février 2026. En basket, à peine 48 heures après sa défaite écrasante face à l'Asvel, la Roca Team a littéralement inversé les compteurs hier soir sur le parquet du même club pour le match 2 des playoffs de Betclic Elite. Les hommes de Vassilis Panoulis l'ont emporté 94-77 au terme d'un match étouffant et d'une belle stratégie collective. La suite des playoffs se tiendra ce dimanche à 16h30, salle Gaston Médecin, ainsi que mardi prochain. Alors qu'avait lieu hier la journée mondiale de l'environnement, Monaco a organisé une série d'initiatives pour sensibiliser le public à la préservation des écosystèmes marins et terrestres. Et c'est dans ce cadre que l'association des entrepreneurs italiens s'est réunie à la Société Nautique afin de débattre et de trouver des solutions pour la principauté. Écoutez son président Giovanni Paolo Risso au micro de Marie Bonnet-Blanc. On fait des événements comme aujourd'hui pour sensibiliser la communauté italienne à les problématiques qu'on a. On a parlé de l'électrique, il y a des problèmes aussi dans l'électrique. C'est un problème général et les solutions ne sont pas faciles. On était à peu près 80 personnes, tous membres de l'association, et l'ambassadrice d'Italie aussi était là pour diffuser les problématiques les plus possibles. L'engagement de la principauté au niveau de l'environnement, c'est énorme. C'est énorme. Moi, je trouve que... Moi, je viens de Gênes, c'est pas loin. Je suis, comme mes amis disent, presque monégasque, 25 ans que je suis à Monaco. Et au niveau de la communauté, on fait la même chose, comme je vous avais dit. On vraiment essaie de sensibiliser notre associé sur ce type de problématique et supporter le gouvernement et la Fondation Albert II. On fait les galas de l'association tous les années et on donne tous les années, ça fait 2 ans, des sous à la Fondation Albert II. Toujours dans le thème de l'écologie, Carrefour Fontvieille renouvelle son partenariat avec BIMED, la Fondation Prince Albert II, le gouvernement princier et la start-up MaConsigne. MaConsigne est un concept qui existe depuis 2 ans déjà, mais ce partenariat vise à le développer davantage afin de réduire l'usage des plastiques jetables grâce à des contenants réutilisables. Les explications de Gaëtan Lebrun et Julien Logier. Une initiative concrète soutenue par les collaborateurs et les clients. Dans les rayons de Carrefour Fontvieille, les clients ont découvert une nouvelle façon de consommer leurs plats. Que ce soit au bar à salade ou chez le traiteur, leur repas leur est désormais remis dans un contenant réutilisable en verre. En fait, c'est né de l'association BIMED, qui est une association monégasque qui lutte contre la pollution plastique en Méditerranée. Et nous, dans le cadre de nos activités, on travaille avec les entreprises pour les accompagner à réduire leur impact plastique et donc notamment sur la réduction de l'utilisation des emballages jetables. Et on est sur Monaco, donc on est des fervents défenseurs du système de MaConsigne qu'on utilise au quotidien. Et dans le cadre d'un partenariat avec Carrefour qu'on a depuis plus de 5 ans, on s'est dit que ça serait l'occasion de créer une collaboration entre les deux pour essayer de développer le réemploi ici au Carrefour de Monaco-Fontvieille. On a également des ambassadeurs qui viennent de MaConsigne, qui ont pour but de proposer aux clients de se connecter à l'application pour être acteurs de ce changement. Et également, Carrefour leur propose un bon d'achat de 5 € pour les inciter à se connecter à l'application MaConsigne. Un geste simple pour une ambition claire, éliminer les plastiques à usage unique. Le système, il est très simple. Vous téléchargez l'application. Lors de votre achat, vous sollicitez un contenant MaConsigne dans l'un de nos restaurateurs partenaires, dont Carrefour. Et ensuite, vous déposez votre contenant non lavé dans l'une des 24 bornes présentes sur l'ensemble du territoire. Les emballages plastiques
sont la première source d'émissions de gaz à effet de serre de la principauté. Donc c'est important d'essayer de les réduire et cette opération est vraiment très importante pour Monaco et pour l'environnement. Pour ce mois de juin, les équipes de Carrefour Fontvieille se sont fixé l'objectif de faire passer plus de 400 contenants réutilisables. Et si vous souhaitez vous aussi vous y mettre, n'hésitez pas à télécharger l'application Ma Consigne, elle est totalement gratuite. La mairie a tenu une conférence de presse ce matin au parc Princesse Antoinette, lors de laquelle elle a dévoilé sa programmation estivale. Comme chaque année, les animations promettent d'être riches et variées pour tous les goûts. À cette occasion, nous recevons ce soir Axel Amalberti-Verdino. Bonsoir à vous. Bonsoir Théo. Merci d'être avec nous. Vous êtes adjointe au maire chargée de l'animation et des loisirs. Question classique, ça brûle les lèvres. Dans les grandes lignes, qu'avez-vous donc dévoilé comme programme pour cet été? Quels sont les temps forts? Les temps forts seront donc sur le quai, le port Hercule. Il y aura donc pour la fête de la musique, ouverture des portes à 19h30, un DJ canois qui fera de la musique électro, et ensuite à partir de 21h30, 22h, DJ Moziman qui pendant 1h30 chauffera les platines et animera la piste. Entrée gratuite bien sûr. Et donc il y a ensuite bien sûr toute la programmation de juillet, le feu d'artifice. En effet, à la suite donc de la fête de la musique, le 23 et 24 juin, nous aurons la Saint-Jean. Le 23 juin, donc avec des embrassements de feu sur la place du Palais. Je vous encourage à aller regarder au niveau des horaires pour être le plus précis sur le site de la mairie. Et le 24 juin, il y aura également une procession qui partira comme chaque année de la place des Moulins et qui ira donc jusqu'à l'église Saint-Charles pour la messe. Et retour sur la place des Moulins avec l'embrasement de feu et donc en collaboration avec le club de la Saint-Jean et la chorale Cantine d'Aroca, la Palladienne feront des démonstrations de chant et de danse. Donc ça sera pour la Saint-Jean. Ensuite, nous aurons les animations estivales comme à l'accoutumée sur le port du 18 juillet au 20 et quelques août. Donc il y aura des manèges sur l'eau. Il y aura également toute forme de confiserie ou également hot dog à consommer. De 16h30 à 22h également, il y aura des attractions que les enfants pourront faire et des tatouages éphémères. Et nous aurons également les 2 feux d'artifice fin juillet, début août, avec le feu d'artifice tiré du quai, suivi d'un concert. Donc le premier concert sera un DJ, le deuxième ce sera un groupe live. Et toujours en amont, nous offrons des châteaux gonflables pour le plaisir des plus petits et j'espère également des plus grands. Nous avons également plusieurs propositions de groupes live au Square Gasto, mais également au Larvoto. Cette année, c'est une nouveauté. Nous proposons 2 formes de concerts sur le Larvoto. Une forme de grande envergure le 16 juillet. Nous avons la chance d'accueillir 50 élèves musiciens, des élèves de La Réunion. Je tiens à remercier le lieutenant-colonel Varro qui nous a fait cette proposition. Donc toute forme de musique, de la musique sud-africaine, ils interpréteront vraiment même de la musique actuelle. Donc je vous encourage à venir assister à ce concert. Voilà, une riche programmation et encore, vous n'avez pas tout cité. Comment vous l'avez construite cette programmation? Quels ont été les critères ou les priorités dans les choix des animations cette année? Alors, cette année, comme les années précédentes, nous essayons vraiment de satisfaire le plus de personnes possible, de tous les âges. C'est une volonté donc de mêler les générations et que tout le monde, visiteurs, habitants, résidents, monégasques, puisse être satisfait de la programmation et qu'elle puisse être le plus riche possible. On retrouve quand même des choses qu'on connaît par rapport aux années précédentes, les activités sur le port, le festival, le carnaval sur le Rocher. Mais est-ce qu'il y a quelques petites nouveautés ou au moins dans les formats? Est-ce que quelque chose change dans le format par rapport aux éditions précédentes?
Alors, je pense à la collaboration que nous faisons cette année, ça fait de nombreuses années, mais cette année encore plus avec le Forum Grimaldi. En l'occurrence, nous allons mettre un chalet mis à disposition que pour les ateliers du Forum Grimaldi. Vous savez que cet été, le Forum accueille l'exposition Beaubourg avant sa fermeture sur le thème couleurs. Donc, grâce au Forum Grimaldi, ce chalet sera donc vraiment aménagé sur le même thème, mais également nous aurons la chance de faire venir des conteuses qui donc permettront aux enfants sur plusieurs soirs de venir participer à ces ateliers. Donc c'est vraiment une formidable chance que nous offre le Grimaldi Forum et nous en sommes vraiment reconnaissants. Vous parliez également bien sûr de notre festival de notre carnaval estival Tcharatou, qui aura lieu cette année le 4 juillet. Donc vous savez, ça fait plusieurs années que nous l'organisons le vendredi, donc ça tombe sur l'Independence Day. Donc nous en avons profité pour faire un carnaval à thème, donc ça sera sur le thème western. Une belle programmation et tout ça est à retrouver en détail donc sur votre site internet, c'est bien ça? Tout à fait, www.mairie.mc. Et c'est noté. Merci beaucoup Axel Amalberti-Verdino, adjointe au maire chargée des animations, de nous avoir dévoilé les grandes lignes de ce riche programme à vivre donc cet été en Principauté. Merci à vous. Merci Théo, à très bientôt, au revoir. Et en attendant l'été, voici une idée de sortie pour ce week-end. Le Théâtre des Muses propose en ce moment une pièce de Sacha Danino qui a connu un succès fou à Paris au Théâtre Michel. Sacha contre Guitry, tout contre, qui raconte la relation qu'entretenait Sacha Guitry avec son père, Lucien, tous deux auteurs et comédiens. Reportage de Sarah Nkari sur les images d'Alexandra Marangoni. C'est en lisant cette biographie de Sacha Guitry et de son père Lucien qu'Alexandre va réaliser que sa relation avec son père à lui est similaire à celle de ses grands auteurs et comédiens. Lui aussi éprouve un mélange d'amour et de rivalité pour son géniteur. Comme par magie, les Guitry vont sortir du livre pour le guider. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que... Vous qui êtes-vous? Ah, je comprends. Lucien et Sacha Guitry, l'histoire exaltante d'un père et son fils, de Ned Grugic. Je crois que c'est un très bon ouvrage, même si je soupçonne Grugic d'avoir quelque peu romancé mon histoire. Sur les planches, 4 pointures, dont Alexandre Guilbeault, dans la peau du fameux Sacha Guitry. C'est un homme plein d'humour, plein de charme, qui aime l'amour, qui aime les femmes, qui a vécu tout pour l'écriture, tout pour les femmes. Et c'est un personnage très attachant. Quand j'ai lu sa biographie, oui, je me suis énormément attaché à lui. C'est un bourreau de travail. C'est ce qui m'a surtout plu, c'est son esprit. Il a un esprit, mais ça déborde de partout. C'est vif, c'est des saillies, et son écriture est sublime. Pour la directrice du théâtre, Antea Sonio, s'attaquer à ce monstre sacré, qui plus est, avec ce groupe de comédiens qu'elle connaît bien, est une jubilation. Il y a 3 comédiens avec qui on a énormément joué à Paris durant la première partie de ma vie de comédienne et de chef de troupe, notamment Ciel mon fait d'eau, Une nuit avec Sacha Guitry et tant d'autres. Et puis aussi donc Alexandre Guilbeault qui ose interpréter Sacha Guitry. Et inutile de vous dire que lorsqu'on m'a invitée à aller voir ce spectacle, j'y suis allée avec une certaine crainte, mais dès le premier regard et très vite, j'étais littéralement séduite. Vous le serez vous aussi à coup sûr à la vue de ce spectacle à la fois instructif, poétique et drôlissime. Et si vous pensez tout connaître de Sacha Guitry, croyez-en Antea, vous allez encore être surpris par cette pièce qui tire son nom de la célèbre citation de Guitry « Je suis contre les femmes, tout contre ». Et notez que les prochaines représentations auront lieu demain, samedi 7 juin à 20h et dimanche à 16h30. Rendez-vous à ne pas manquer. La Société des Bains de Mer a inauguré un nouveau concept, le Monte Carlo Cigar Club, situé au cœur du casino de Monte Carlo. Il est ouvert au public depuis le 28 mai et propose, comme son nom l'indique, des cigares et toutes sortes de liquoreux haut de gamme. Un lieu d'exception que nous emmènent découvrir Fabien Bonilla et Thomas Deus.
Après plusieurs mois de travaux, le Monte Carlo Cigar Club est né. Il a été conçu pour être l'un des plus beaux clubs de cigares au monde. Ce projet a été porté depuis près de 2 ans par Albert Manzon, directeur général de la SBM, en partenariat avec Dominic London, une société leader dans la commercialisation de cigares de luxe et de spiritueux. Ce club select est niché au premier étage du casino de Monte Carlo dans un espace de 200 mètres carrés ouvert sur la mer. Le Monte Carlo Cigar Club a été imaginé par les architectes Bruno Moinard et Claire Bétail dans un lieu historique pour la Société des Bains de Mer. On est ici dans le bureau de Monsieur François Blanc. Donc c'est un endroit absolument exceptionnel pour la SBM. Monsieur François Blanc disait toujours, ici nous vendons du rêve, du plaisir et de la beauté. On a 130 métiers au sein de la SBM et tous les jours, on s'efforce d'apporter toujours plus d'attractivité. Je suis très heureux aujourd'hui d'offrir un 131e métier qui est celui de cigare sommelier dans ce lieu où on a créé ce qui, je pense, est le plus beau cigar club du monde, qui est le Monte Carlo Cigar Club. Le Monte Carlo Cigar Club possède un fumoir avec extracteur d'air, un bar au long comptoir avec une impressionnante collection des meilleurs whisky, cognac et rhum du monde. Une bouteille de whisky y est par exemple cotée à 75 000 €. Autre lieu incroyable, le Walk-in Humidor avec ses 70% d'humidité pour la conservation des cigares. C'est une véritable caverne d'Ali Baba pour les amateurs. Les cigares sont sélectionnés chez les meilleurs producteurs venus de Cuba, du Nicaragua, de la République dominicaine, du Costa Rica, du Honduras ou encore du Pérou. Parmi les grands classiques des marques prestigieuses, Arturo Fuente, Oliva, Cohiba, Davidoff, Montecristo, Partagas, sans oublier les Bolivar, les Roméo et Juliette ou encore Vega Fina. Avec 276 références, le Monte Carlo Cigar Club possède 35 000 cigares, dont 16 000 ici dans cette pièce. En résumé, ce sont des produits d'exception. Nous avons toute la gamme BIK, qui est le haut de gamme de Cohiba. Cohiba qu'on peut considérer comme une marque emblématique de Cuba. Mais nous avons aussi l'Oro Blanco de Davidoff, le cigare le plus cher offert ici, dont les tabacs assemblés représentent 111 ans d'âge. Donc c'est tout à fait exceptionnel. Et là, dans les alcools, on va penser à un rhum. C'est la même région de production, donc tout à fait. Mais aussi un cognac qui s'assemble très bien avec le cigare. Et les whiskies. Sans oublier les tequilas, les mezcals aujourd'hui qui sont très demandés et qui vont aussi fort bien avec ce petit goût un peu fumé qui s'adapte fort bien. Ça pour les alcools. Alors si on va dans l'insolite, un champagne millésimé, un Dom Pérignon P2, quelque chose de fantastique si on a les moyens. Donc oui, il y a le choix. Les prix varient de 15 € à 900 € pour un cigare. À ce jour, une quarantaine de personnes sont membres de ce club. On n'entre pas ici comme dans un moulin. C'est un lieu select, comme peut l'être l'ACM ou le Yacht Club. Il faut être coopté par 2 parrains, suivi d'un comité de sélection. Il existe 3 degrés, les fondateurs, les ambassadeurs et les membres. La redevance annuelle démarre à 6 000 € et si vous êtes accepté, sachez que le Monte Carlo Cigar Club est ouvert pour la haute saison, 7 jours sur 7, de 11h à 1h du matin. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo présentées par Sarine Kari. Demain, nous vous donnons rendez-vous en direct dès 16h45 sur Monaco Info pour vivre la visite d'État du président de la République française et son épouse Emmanuelle et Brigitte Macron, reçus par le couple princier. Visite que nous décrypterons ensuite dans notre édition de 19h. On se quitte sur les images du baptême du Malizia Explorer capturé par notre photographe Stéphane Dana. Et restez bien avec nous, je vous retrouve tout de suite pour l'après-JT consacré aujourd'hui aux nouvelles tendances de l'horlogerie. À tout de suite. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, demain le temps sera sensiblement le même qu'aujourd'hui en principauté. Un grand soleil sera au rendez-vous avec un ciel principalement dégagé dès le matin. Le thermomètre affichera 19 degrés avant de grimper jusqu'à 22 dans l'après-midi. Quelques passages nuageux viendront ponctuer la journée mais rien de bien méchant. La météo restera agréable et propice aux sorties en ce début de week-end.
Et n'oubliez pas, ce samedi 7 juin, nous fêterons les Gilbert. Très belle soirée à vous sur Monaco Info. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.